Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelettes. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Sandra, j'ai eu un cancer du sein HER2 positif à 24 et 26 ans. Et aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. On est nombreuses, du coup, après notre parcours, après avoir changé de voie après la maladie. Parce que souvent, la maladie change quelque peu notre perception du travail. Ça nous donne envie de faire autre chose et de trouver une voie qui a plus de sens. Du coup, pour discuter de tout ça, je suis accompagnée d'Annie et de Chiara. Bonjour. Bonjour les filles, comment allez-vous ? Très bien, merci de nous accueillir. Merci de nous recevoir. En pleine digestion, mais ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. Merci à vous les filles d'être là aujourd'hui du coup pour parler de ce sujet qui revient quand même beaucoup dans nos échanges entre patientes. Forcément, le travail, on en parle forcément, ça fait partie de nos vies. C'est quand même quelque chose d'assez prégnant et notamment, enfin voilà, par rapport à la maladie qui nous met un petit peu tout ça entre parenthèses. Voilà, donc on espère que ça pourra faire trouver des échos, du coup peut-être à certaines personnes qui nous écoutent. Et en tout cas, vraiment, merci beaucoup de prendre ce temps-là pour parler un petit peu de votre parcours. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Ouais. Alors, parfait. Allons-y. Du coup, on va vraiment commencer un peu par le commencement, entre guillemets. Qu'est-ce que vous faisiez, du coup, avant la maladie, avant le diagnostic, professionnellement ? Je te laisse commencer. Oui, moi, je travaillais presque 20 ans dans la finance. J'ai commencé dans un bureau en cabinet d'avocat en Italie, parce que je suis italienne. Donc ça fait 4 ans et demi que je suis arrivée en France. Et ensuite, je continue ma carrière jusqu'à devenir manager un bureau affaires à l'étranger. Donc, je m'occupais des avocats à l'étranger de cette boîte financière avant en Italie. Et quand j'ai déménagé à Paris, j'ai trouvé un poste similaire. Ok, trop bien. Merci Chiara. Et toi, du coup, Annie ? Moi, j'ai travaillé dans la communication. Mon dernier poste, avant de changer, j'étais responsable communication dans une start-up spécialisée dans la participation citoyenne. Donc moi, j'étais en charge de développer la visibilité de la boîte dans laquelle je bossais. Voilà. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous diriger dans cette voie professionnelle ? C'était un hasard, en fait. Moi, j'ai fait des études de langue étrangère et j'ai trouvé un poste dans ces cabinets d'avocats. C'était pour faire des traductions. Et j'ai commencé comme ça et après, petit à petit, j'ai monté des compétences et il y a toujours besoin de quelqu'un qui parle plusieurs langues et qui puisse un peu gérer le team à l'étranger et voilà. Donc, mais c'était vraiment un hasard parce que quand j'ai commencé à étudier langue étrangère, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément la chose à laquelle on pense quand on commence des études de langue. Ok. Moi, j'avais pas mal virevolté au début de mes études, où j'ai changé plusieurs fois de voie. Mais après, quand je me suis engagée dans la communication, j'ai continué jusqu'au master. Et donc, j'ai enchaîné sur des postes dans ce secteur-là en sortant. Sur le moment, ça me semblait être une discipline qui permettait d'aller sur pas mal de secteurs différents. Donc, plus la diversité, en fait. Et est-ce que vous aimiez votre travail, justement, ce job dans la finance et dans la com ? Moi, j'adorais mon travail jusqu'à Paris. En fait, c'était plutôt... Je sais pas, peut-être c'était pas le bon moment parce que je suis arrivée à Paris en plein Covid, donc c'était difficile d'intégrer une équipe pendant la Covid. C'était compliqué d'intégrer une équipe. Moi à l'époque, je parlais vraiment très très mal français, mais vraiment très basique parce que le poste était en anglais. On a du mal à le croire, en t'entendant. Ouais, mais c'était vraiment très difficile. Donc c'était un travail assez stressant, mais à l'époque j'adorais en fait le
stress, si on peut dire ça, comment dire, un peu de l'adrénaline. L'adrénaline, ouais. Exactement. C'était ça, le fait d'être sur vraiment des dossiers importants, ça m'animait en fait. La responsabilité aussi. Oui, mais aussi le fait que chaque dossier est différent et du coup, moi je suis assez curieuse dans la vie et chaque jour, chaque dossier, chaque projet était différent et donc j'adorais ça en fait. Ouais, ça se comprend. Ok. Moi, je pense que j'ai toujours été mitigée sur mon dernier poste, attirée vers le secteur d'activité que j'avais rejoint, assez engageant sur la participation citoyenne, démocratie participative, qui sont des sujets plutôt intéressants sur la citoyenneté. Mais par contre, le fait de bosser H24 derrière un ordinateur, être dans un bureau tous les jours, ça m'a très très vite déplu. Le diagnostic, du coup, est tombé en quelle année Alors moi, c'était 2021, octobre, et ça faisait 1 an et 1 mois après mon démarrage en fait en France. Je précise ça parce qu'en fait c'est vraiment pile poil pour avoir l'arrêt maladie. Et en fait, moi, je suis arrivée en France, je connaissais pas du tout, en fait, comment ça marchait. J'avais pas, j'ai mis plusieurs mois, c'est compréhensible parce que c'était la période de la Covid et tout ça. J'ai mis plusieurs mois à avoir ma carte vitale. Donc, pour moi, en Italie, on n'a pas la carte vitale, tout est complètement différente. Mais j'ai vite compris que l'importance d'avoir une assistance sanitaire qui prend en charge pas mal. Bon, pas tout, mais on est quand même accompagné. Et du coup, ça a été vraiment très difficile parce que pour quelqu'un qui adore son travail, qui est assez carriériste et tout ça, lever le pied, c'est très, très difficile. Pour te dire, je voulais pas m'arrêter. Mais j'ai vite compris que c'était pas possible de travailler pendant les chimios, donc j'ai bien fait de m'arrêter. Moi, c'était en 2020. Et je crois que ça faisait 2 ans, ou peut-être un petit peu moins de 2 ans que je venais de rejoindre cette boîte. Et en l'occurrence, avant de savoir que j'avais le cancer, quelques mois avant, j'avais prévu mon départ, déjà. D'accord. Ouais. Donc toi, tu voulais partir. C'est intervenu au moment où j'avais décidé de partir, entre guillemets. Ouais. Oh, waouh. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par Alors, rapport, ce qui s'est passé, c'est que ça en fait, il y a eu beaucoup de choses en même temps parce que en même temps le Covid arrivait chez nous. Donc en fait, j'avais discuté avec mes patrons pour leur expliquer que je me sentais plus bien au travail et j'avais prévu de partir 6 mois, faire le tour de France en woofing pour faire une pause et faire le point sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie professionnelle. Tout était prêt. Le Covid arrivait, donc un de mes patrons m'a dit ce serait peut-être bien que tu retardes ton départ. Et en même temps que le confinement est arrivé, j'ai appris que j'avais mon cancer. Et donc mes patrons m'ont proposé de rester au sein de la boîte, de retarder ma démission pour pouvoir avoir un arrêt maladie et donc des revenus. C'est incroyable. Oui, merci à tes bossins, clairement. Non, c'est sûr. Clairement pas. Non, alors, c'est une société très humaniste en l'occurrence. Et là, je les remercie là-dessus parce que effectivement, sinon j'aurais été vraiment dans une situation compliquée. Ça fait du bien de savoir que. Oui, ça fait du bien de savoir qu'il y a des patrons compréhensifs et humains. Oui, mais clairement, quand on sait à quel point le cancer ça précarise et notamment, sur le plan financier aussi. Personnellement, c'est vrai que quand le diagnostic est tombé de mon côté, c'était en 2020 aussi, donc c'était après le Covid. Mais je venais à peine de commencer mon poste, ça faisait 10 mois que je venais de commencer le travail en fonction publique hospitalière alors que je n'étais pas fonctionnaire. Donc, c'était un peu compliqué de savoir qu'il y a quand même une humanité dans certaines boîtes et une certaine compréhension qui se met en place par rapport à ça. Ça fait plaisir. Donc, clairement, je les remercie là-dessus. Chez toi, Chiara, du coup. Oui, à peu près, parce qu'en fait, en 2020, on était arrivé avec mon mari, on était un peu confinés, on parlait pas français, c'était un peu difficile. 2021, en fait, on a vraiment commencé à comprendre comment ça marche, à connaître des gens et tout ça. Et en fait, moi, j'ai eu la diagnostic 2 semaines après mon mariage. Donc, c'était un moment vraiment où on voulait
commencé à construire notre vie à Paris, mais bon, on a dû quand même mettre une pause. J'étais en train de dire une petite pause, mais après, non, c'était pas si petite que ça. Donc, ouais. Et moi, je voulais pas quitter mon poste en fait, parce que j'étais accrochée. Un peu, c'est une sorte de mentalité un peu à l'italienne de ne pas, de rester toujours active, de pas démontrer que effectivement, on a besoin de temps. Mais moi aussi, je remercie ma boîte, ma chef aussi, parce que c'était plutôt elle qui m'a conseillé de prendre quelques semaines pour voir comment j'ai réagissé à la chimio. Et finalement, c'était bien parce qu'en fait, c'est bien aussi de penser que à soi pour ce moment-là. Et merci aussi l'assurance maladie et tout ça, parce qu'en fait, oui, il faut nous, le dire. on pense à ça comme quelque chose d'acquis, mais il y a des pays, bon, pas l'Italie, mais par exemple en Amérique, où t'as un cancer, en fait, t'es pas... C'est compliqué, ouais. On est ça d'accord. coûte cher, ouais. Et, tu t'es arrêtée combien de temps après avoir appris que tu avais le cancer du coup? Alors, du coup, ça c'était la chose compliquée parce que moi je voulais pas m'arrêter et dans ma tête j'allais faire mes chimios tranquillou. Donc j'ai vite compris que c'était pas possible. Donc j'ai commencé avec la préservation ovarienne, on dit ça. Et là, en fait, c'est un travail à plein temps parce que tu es obligé d'aller tous les jours à l'hôpital pour la prise des sangs et tout. Donc, je partais à 6h du matin pour aller à l'hôpital et ensuite arriver à 8h30 au boulot. Oui. Travailler toute la journée, réunion, etc. Rentrer chez moi, KO, faire les petites injections. Et donc, ça dure à peu près 2 semaines. Et j'ai commencé à être très fatiguée. En plus du fait que, bon, on ne dort pas bien quand on a une nouvelle comme ça. Donc, j'ai commencé la première chimio, je m'étais pas mise en arrêt. Et après, je suis vraiment j'ai eu un décalage. Genre, je suis arrivée avec mon ordi, mon téléphone de la boîte pour tout surveiller. Et après, j'ai regardé la salle de chimio. J'ai dit non, mais là, si je m'arrête pas là, en fait, j'ai rien compris. Donc, j'ai décidé. Ensuite, je me suis arrêtée. Donc, j'ai commencé les chimios le 9 décembre. Quelques semaines après, je me suis arrêtée. Ok. Pour le mieux. Ah oui, bien sûr. Si. Mais à l'époque, comme on avait échangé, dans ma tête, en fait, j'étais un peu genre, oui, je vais y arriver. Et bien sûr, je vais y arriver. Mais en fait, c'était un peu pour masquer, pour cacher cette fragilité dont aujourd'hui, je suis hyper fière. Mais à l'époque, en fait, pour moi, c'était plutôt, il faut pas montrer ça. Il faut montrer que je vais bien. Et non, c'est pas ça. Non, clairement. Puis surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout au début. Tu le disais, t'as le diagnostic qui tombe, donc faut déjà l'encaisser. La préservation de la fertilité, les premiers rendez-vous, les premiers traitements. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, c'est vrai que je pense que pour nous aussi, on a envie un peu de se protéger et de se dire, ok, c'est pas grave, ça va aller. Et puis on fonce tête baissée et on y va. Alors que finalement, mine de rien, c'est aussi une force que d'accepter que là, on a besoin de s'arrêter justement et de prendre du temps pour soi et de. Et je pense aussi, c'est bien de se protéger entre guillemets. Parce que, bon, même si au tout début, peut-être, on n'est pas complètement fatigué par la chimio, bon, moi, j'ai bien supporté les débuts, mais en fait, quand je rentrais au boulot, j'avais les yeux de tout le monde, genre, la pauvre. Et ça, franchement, je pouvais pas. C'est très dur. C'est hyper dur. Du coup, je me suis, c'était bien, en fait, de rester chez moi. C'est pas leur faute, mais c'est normal, en fait. Bien sûr. Mais c'était pas ce dont j'avais besoin à l'époque. Non. C'était vraiment de me protéger, comme tu dis, de vraiment penser à soi. Ouais, c'est ça. Carrément. Parce que toi, Annie, du coup, t'as été en arrêt assez rapidement. Oui. Du coup, après après, le contexte était différent. C'est que de base, j'avais prévu de partir, donc j'étais plus très bien dans ma situation professionnelle. Donc, cette fois-là, je me suis vraiment pas posé la question et quand on m'a proposé de me mettre en arrêt, j'ai dit oui, dès le début des traitements, quoi.
Et pour le coup, ça a été dur et je pense que j'aurais eu du mal à travailler en même temps à ce moment-là. En tout cas. Carrément. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est déjà dur d'une part de se dire ok, j'ai besoin d'être en arrêt parce que ma santé me l'impose et c'est pas un choix de se dire ok, je prends une césure ou je fais une pause, etc. C'est juste là, ta santé impose entre guillemets de t'arrêter, donc du coup de mettre un peu tout ça entre parenthèses, donc faut déjà l'accepter. C'est un changement de priorité en fait, c'est ça. Tout à fait. Mais comme tu dis, c'est pour le mieux et finalement, il y a besoin effectivement de prendre ce temps-là. Il n'y a pas à culpabiliser, de se dire aussi que on prend soin de soi et prendre le temps de se reposer et peut-être de tester d'autres activités ou d'autres choses. Est-ce que ça a été l'opportunité pour vous de vous ouvrir à d'autres choses? Comment ça s'est passé cette période de l'arrêt pour vous? Moi, je connaissais vraiment pas beaucoup de gens à part mes collègues qui, à l'époque, je voulais pas forcément voir sans cheveux et tout ça. Et donc, quand j'ai découvert la Maison Rose et des autres assos, ça m'a permis vraiment de sortir et quand tu dis de découvrir, par exemple, je sais pas, la réflexologie, j'avais jamais fait et ça m'a aidé pour les nausées. Bien sûr. Aussi, j'ai fait des ateliers pour le maquillage parce que, en fait, pareil, quand on tombe malade, on essaie en fait, les médecins, ils vont soigner la partie le corps. Mais en fait, pour moi, en tout cas, mais pour beaucoup des femmes, c'était important aussi de se reconnaître au miroir. Donc, continuer à se maquiller si j'avais envie de me maquiller, à coiffer ma perruque ou utiliser mon turban. À l'époque, j'utilisais les deux. Et j'ai fait énormément d'activités. Et quand je parle avec des copines en Italie, qu'ils n'ont pas ça du tout, ils ont vraiment rien, ils ont que les hôpitaux. Ah, il n'y a pas de soins de support à côté, non. Quoi. C'est ok. Et en fait, je comprends que j'ai eu une expérience complètement différente. En fait, c'était difficile, mais grâce à tous les assos, c'était un peu moins compliqué à vivre. Et en tout cas, j'étais pas toute seule. Bien sûr. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance en France, en l'occurrence, par rapport aux différentes associations. Et effectivement, c'est hyper contradictoire, mais j'ai jamais autant pris soin de moi et autant pris plaisir à prendre du temps pour moi que pendant mon arrêt maladie, en fait. Le luxe, entre guillemets, de se dire qu'on a un revenu, qu'on a la liberté de mouvement aussi, parce que contrairement à d'autres types d'arrêt maladie, éventuellement, on est coincé chez soi, là, on a le droit de sortir. Et le fait que j'ai beaucoup de mal à rien faire aussi, ont fait que j'ai fait beaucoup d'activités quand je me sentais bien. Activités physiques aussi, activités culturelles. J'ai aussi testé plein de thérapies, réflexologie et compagnie. Et notamment grâce aussi à des associations comme... alors moi, j'étais à Lille, Mon Bonnet Rose, qui proposait plein de choses. Et plus en lien avec l'activité professionnelle que j'ai choisie juste après, j'ai aussi commencé pendant mon arrêt maladie une formation au compte auprès d'une compagnie et je m'étais inscrite à un concours d'éloquence. Et en fait, ces deux activités ont joué dans le choix que j'ai fait après d'être guide conférencière. Donc voilà. Et donc du coup, vous étiez donc en arrêt, ça vous a permis de prendre soin de vous et de découvrir d'autres choses. Donc au fur et à mesure, le temps a passé, les soins se terminent et l'arrêt aussi. Enfin, en tout cas, potentiellement la reprise d'une activité professionnelle. Du coup, comment vous vous sentiez aussi par rapport à cette éventualité de reprendre le travail après l'arrêt? Est-ce que vous avez envisagé du coup de repartir sur votre boîte d'avant? Enfin, comment ça s'est passé justement cette période-là pour vous? J'avais un peu peur parce qu'en fait, après les traitements, j'ai expérimenté ce fameux chimio brain. Donc, j'ai oublié les choses. Mais vraiment, j'ai oublié même des conversations avec des gens. C'était assez flippant. Et donc, j'avais un peu peur de n'être plus à la hauteur. J'ai pu bénéficier d'un accompagnement pour la reprise du boulot. Et c'est là, en fait, j'ai pris un peu plus j'ai compris en fait que il fallait un peu repenser mon poste, de prendre le temps, le mi-temps, moi j'avais pas envisagé les mi-temps mais c'était nécessaire, hein, franchement, on peut pas revenir à 100%. Non, et non, c'est pour moi en tout cas. Après on est toutes différentes, mais du coup moi je me suis arrêtée 1 an
et un mois. Et après, en février 2023, j'ai repris à mi-temps. Au tout début à 30% et après j'ai monté un peu. Et franchement, le plus compliqué, c'était peut-être faire face aux petits, comment dire, phrases maladroites des collègues. Et peut-être on va revenir sur ça plus tard, mais franchement, c'est plutôt. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais plutôt à est-ce que je vais avoir encore la force de rester toute la journée au boulot, d'écrire en anglais, en allemand, de aussi me faire 1 heure de transport en commun parce que c'est pas négligeable. Et franchement, c'était vraiment très compliqué. Évidemment. Et finalement, il y avait aussi une partie que j'avais pas du tout anticipée. C'est un peu, moi je peux même pas dire la maladresse parce que ce sont des phrases un peu, mais qui, à l'époque, m'ont blessée. Bien sûr, ça t'impacte aussi. Et c'est vrai qu'on y pense, on pense surtout, comme tu disais, à l'aspect fatigue physique et cognitive. Ça, c'est vrai qu'on en parle aussi régulièrement entre nous, entre patientes, de l'effet que ça fait, les traitements sur notre capacité à nous concentrer, à faire plusieurs choses en même temps, etc. C'est un vrai problème. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique hyper courante dans la reprise du travail. Mais c'est vrai que la relation avec les autres, les collègues qui n'ont pas été touchés, mais qui nous connaissent avant, de revenir, de savoir leur perception, du coup, est-ce qu'elle a peut-être changé ou comment ils vont pouvoir aussi s'adapter face à nous, justement, notre fatigue physique et cognitive et juste par rapport à la maladie. Donc, c'est vrai que c'est toutes des questionnements hyper légitimes et qui peuvent, du coup, évidemment, impacter notre vision de la reprise du travail. Et c'est complètement légitime. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, Annie, ou... Alors, je n'étais pas tout à fait dans la même configuration, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, j'avais prévu de partir initialement. Par contre, sur le rapport aux collègues et à la boîte, moi, je suis restée en contact aussi avec eux tout du long. J'allais les voir de temps en temps, manger avec eux, boire un coup. Donc, ils étaient assez au fait de l'évolution de la maladie. Et comme on se voyait tout de même, c'est pas comme si j'étais partie 1 an, que j'étais revenue et que bam. Donc, en fait, ça va à ce niveau-là. Mais en fait, pour moi, le temps d'arrêt maladie a correspondu au temps que j'ai pris pour mûrir mon projet professionnel et voir comment préparer ma sortie et ce que j'allais faire après, en fait. Donc, c'est pas tout à fait la même configuration en l'occurrence. Ok, je comprends. Et du coup, tu penses aussi avoir gardé les liens, peut-être ça t'a fait, c'était plus facile pour toi aussi, en fait, de reprendre. Alors du coup, moi, j'ai pas repris parce qu'en fait, j'ai, comme toi, fait 1 an, un petit peu plus d'arrêt maladie et la vie s'organise toute seule. En l'occurrence, quand mes traitements se terminaient, mon compagnon a eu une opportunité pour aller travailler ailleurs. Et moi, j'ai saisi cette opportunité pour tourner toutes les pages, c'est-à-dire la fin des traitements et en même temps la fin de l'arrêt maladie, mais du coup la démission. Donc moi, j'ai vraiment démissionné au moment où j'ai terminé mon arrêt maladie. Donc il n'y a vraiment pas eu de retour dans l'entreprise, quoi. Juste des liens amicaux avec la boîte, mais je suis pas retournée travailler dans la boîte. Voilà. Ok, parce que toi, oui, tu l'as fait. Et donc, du coup, oui, par rapport à tes collègues, est-ce que tu as eu peut-être un sentiment d'un décalage ou quelque chose qui s'est créé par rapport à ça aussi, vu que oui, j'ai eu un décalage quand je suis rentrée parce que surtout quand on travaille avec l'argent, avec beaucoup de stress, d'adrénaline, en fait. Et tu reviens d'un 1 an où en fait t'as baissé le rythme, t'es complètement en décalage. En fait, moi déjà avant je m'énervais vraiment pas souvent, mais là j'étais gentille. Mais hello, il t'a pas répondu à un email, c'est pas grave. Hein. Oui. Donc c'est voilà des choses comme ça. Mais j'étais vraiment en décalage. Après, moi, avec mon équipe proche, j'allais vraiment, je me sentais bien, mais on était c'est une grosse boîte, donc avec beaucoup de monde. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivée, j'avais les cheveux courts, un peu comme Annie, voilà. Ça semble, tu vois, la repousse. Oui, mais repousse jolie. Oui. Et du coup, je me rappelle une collègue, elle est venue, elle m'a touché les cheveux, c'est une perruque. Mais non. Oui, dans les couloirs. Mais qui fait ça?
Et c'était vraiment gênant. Après, je lui ai répondu, non, c'est mes cheveux. Mais sur le moment, franchement, j'ai été hyper gênée parce qu'en plus, on était un pause café avec tout le monde. C'était un peu bizarre. Déplacé. Ah oui, Voilà. déplacé. Bon, aujourd'hui, je suis passée au-delà de ça. Et franchement, moi, tous les filles avec la réponse, je les trouve canon, mais hyper sexy. Oui, Mais à l'époque, vu que c'était pas mon choix de couper le cheveu, c'était vraiment un peu bizarre. Donc c'est plutôt ces trucs où genre ah oui bon c'est terminé, c'est fini. Non, en fait c'est pas terminé parce que en fait il faut que j'apprends à vivre une vie comme ça. C'est oui. ce sont des choses. Moi je l'appelle pas. Ça part pas d'un sentiment de méchanceté ou pas du tout. Hein. C'est vraiment de la maladresse. Que tu décris, ouais, bien sûr. Mais à l'époque, moi, j'étais vraiment très fragile, donc tout m'est blessé. Donc, ce qui est normal. C'est la chose qui m'a un peu... c'était un peu ce décalage-là. En plus, moi, j'avais que des copines qui sont passées par la maladie, donc on se comprenait direct, avec un petit regard. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on comprend, même si on vit pas la même chose, peut-être on n'a pas le même cancer et tout ça, mais je vivais vraiment dans un sorte de cocoon où on était très à l'écoute. Ouais, vous vous compreniez, quoi, surtout. Oui. Mais du coup, donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous avez l'impression aussi que du coup, la maladie, le cancer, ça a changé aussi votre vision du travail en lui-même? Donc, que ce soit pas forcément par rapport à vos collègues, mais juste la manière dont vous pensiez le travail, ou en tout cas l'aspect pro de vos valeurs, en fait, au niveau du travail. Moi, j'ai jamais... j'ai toujours aimé être salariée. Parce que j'adorais être intime. Mais j'avoue que après la maladie, je me suis grâce aussi au coaching que j'ai fait, j'ai un peu réfléchi à mes valeurs. Et en fait, j'ai fait une liste de vraiment beaucoup de valeurs et l'argent, il était nulle part. Donc je me dis c'est impossible que je travaille pour une société financière. Il avait le bien-être, il avait la santé, il avait la beauté, il y avait le partage. Et du coup, je suis partie de là pour un peu comprendre ce que je pouvais faire. Sachant que je me suis, ça faisait longtemps que je faisais du yoga, mais pendant la maladie, j'ai vraiment accroché et du coup, ça a changé un peu mon idée de travail parce que je veux kiffer la vie. Ouais. Donc c'est ça. Et du coup, s'il y a quelque chose qui ça va pas, mais dans le travail, dans ma relation, dans des amitiés, etc. Pour moi, c'est fini. En fait, j'ai pas le temps d'essayer à tout prix de faire fonctionner quelque chose qui naturellement ne marche pas. Bien sûr. Moi, ça fait complètement écho à ce que j'ai pu ressentir aussi dans le fait, dans ce moment d'arrêt maladie, d'apprendre à prendre soin de soi. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un changement de priorité. Et le fait de se dire, je vais réduire éventuellement le temps de qualité et refaire de la place dans mon quotidien pour quelque chose qui ne me fait pas du bien. En fait, c'est hors de question. Genre, on pense tellement plus à sa santé et à tout ce qui peut impacter négativement notre santé que on va lui faire de la place. Et ça va passer aussi par quotidiennement faire quelque chose qui soit plus en phase avec nos valeurs, avec ce qu'on aime faire, en fait. Donc, du coup, en fait, plus largement, ça a impacté aussi votre vision de la vie. Oui. En fait, oui, clairement. Et dans ce cadre-là, le travail aussi. Alors moi, j'ai envisagé avant mon arrêt maladie de partir, mais disons que là, ça m'a permis d'être sûre et certaine de ma décision, et ça m'a offert le temps de mûrir ma réflexion là-dessus. Et comme toi, j'ai pris le temps, alors pas forcément de dresser mes valeurs, mais en tout cas de prendre une grande feuille, de noter ce que j'aimais faire, ce que je savais faire, ce que j'avais plus envie de faire. Et c'est ça qui m'a permis aussi de dégager une idée de ce vers quoi j'avais envie de m'orienter ensuite, quoi. Ouais, je pense que c'est très important parce qu'en fait, quand on sort de la maladie, on a cette envie de tout changer.
Et mais après, on se perd un peu parce qu'on a trop des choses dans la tête. Donc, j'ai avec mes copines, on échange beaucoup et je vois que en fait, il y a plusieurs filles qui sont dans la même situation. Et comme toi, en fait, j'ai suggère vraiment de s'écouter, de prendre du temps pour soi, de mettre sur un papier ou en fait, au moins réfléchir à les choses qui sont importantes pour vous en ce moment. Totalement. Et pareil, en fait, s'il y a quelque chose qui ça va pas trop, allez creuser un peu, voir pourquoi. En fait, moi, j'avais ce sentiment que bon, la finance, c'était plus mon truc. Et en fait, quand j'ai fait un peu l'analyse de ma personnalité, mes valeurs, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas d'espace pour ça. Donc peut-être, aujourd'hui, je suis prof de yoga, mais peut-être dans une autre vie, dans quelques années, je vais revenir salariée. Je vais garder cette côté un peu de curiosité, de projet, etc. Mais je suis sûre que je ne vais pas travailler pour une grosse boîte qui est pas en phase avec mes valeurs, voilà. Donc c'est très bien en fait. En tout cas, ça me semble dans ton projet aussi, oui, Annie. Oui. T'as démarré par la connaissance de toi. Oui, c'est exactement ça. C'est apprendre à mieux se connaître, à savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas en fait. Totalement. Et savoir dire non. Oui. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'après la maladie, c'est facile. Et après, on oublie un peu. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est un enjeu. Quand le temps passe, qu'on s'éloigne de cette période, il faut garder en tête tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire pour soi et rester fidèle à ses engagements. C'est pas évident. D'accord, c'est hyper compliqué parce que t'as un peu envie, de te laisser en remporter à nouveau par la frénésie de la vie. d'avancer juste. Ouais, c'est ça. Il faut y aller par étapes. Parce que parfois, même sur les réseaux, on a des images des gens qui réussissent facilement et pas qu'après une maladie. Hein. Et en fait, il y a pas en fait, nous, on voit pas, c'est que ils ont vécu. Donc, vraiment, aller étape par étape, changer des petites choses et y arriver. Moi, ça m'a pris 3 ans. Oui. 2 ans et demi par rapport au début de la maladie. Je pense, toi aussi. Faire les choses progressivement, oui, je suis d'accord. Et puis de se rendre compte, en fait, que, comme vous dites, il n'y a plus le temps, entre guillemets, de subir des choses qui ne nous conviennent pas et de continuer dans des carrières, comme vous le disiez, hein, vous sentez le moindre petit truc, la moindre petite contrariété, entre guillemets, chose qui va pas, effectivement, on va s'arrêter, on va creuser et puis on va voir ce que ça dit de nous, ce qu'on a envie de faire. Et dans ce sens-là, donc vous avez quand même mis du temps à mûrir vos projets personnels. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où vous vous êtes dit, OK, ça y est, maintenant je me lance, quoi? Bon, tu veux y aller? J'allais prendre la parole. Moi, j'ai pas tu peux. Moi, oui, bien sûr. J'ai pas eu un déclic dans le sens que j'avais commencé un peu le travail sur moi grâce au coaching. J'ai appris à m'écouter et ensuite j'ai un peu envisagé. J'ai fait un plan, vraiment un plan financier aussi pour voir si ça marchait. J'ai cherché des formations et tout. Et en fait, le déclic, on peut dire ça, c'est quand mon mari aussi, il a eu une proposition, une poste à Aix-en-Provence. Comme quoi. Voilà. Et du coup, moi, j'ai hésité un peu. Et après, moi, je me suis dit, tant qu'à démissionner, je vais essayer de me lancer. Et je vais terminer ma formation et me mettre à mon compte, peut-être, parce qu'à l'époque, c'était tout, hein, peut-être, on va voir, etc. Même si j'avais un plan, mais j'avais un peu peur de me lancer. Et après, je me suis rappelé que, en fait, le pire, c'est quoi? On a déjà passé les pires. Donc, si ça marche pas, c'est pas grave. Moi, je vais pas perdre mes diplômes. Et mieux vaut essayer. Voilà, on va essayer. Tu t'es dit ça aussi, Annie, du coup, ouais. Oui, mais c'est vrai que... Alors moi, c'est pareil, c'est pas forcément un déclic, puisque c'était quand même une réflexion progressive au fur et à mesure. Mais le déménagement, la question de changer de ville, ça a acté davantage le changement, en fait. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été l'opportunité de chercher une formation et de dresser vraiment un plan, comme tu as dit, de planifier les prochaines étapes. Donc le déménagement, ça a engagé, on va dire, le début du changement à proprement parler, avec la recherche de financement, la formation, etc. Mais il n'y a pas eu genre
Enfin, vu qu'il y avait déjà un pré-déclic entre guillemets avant, disons que les choses se sont bien déroulées pour que ça soit cohérent. Quoi. Il faut préparer parce qu'en fait, parfois j'échange avec des filles sur les réseaux qui me connaissent pas trop et bon, bien sûr nous sur les réseaux on montre que les choses positives, voilà. Mais en fait, c'est que on voit pas, c'est l'effet que pour se lancer, on a aussi, je pense toi aussi, Annie, on a laissé de côté un salaire assez confortable. Oui. Voilà. Donc, franchement, quand les gens me disent, ah, mais t'as la chance de faire ça. En fait, c'est pas une chance. J'ai bien sûr préparé, et en fait, j'ai mis sur la balance, un salaire confortable ou une vie, plus alignée. Et du coup, je vais faire moins de voyages, moins de restos, etc. par an. Mais au moins, je suis alignée, je suis contente, je me réveille, et vraiment, je sais que peut-être pour des mamans célibataires, ça va être compliqué. Donc, voilà, je vraiment, je veux pas ni juger, ni faire semblant que c'est facile. Mais à un certain moment, il faut vraiment comprendre s'il y a des choses qui sont rédhibitoires dans ta vie. Par exemple, moi, le stress ou le fait de travailler dans une ambiance qui je sentais plus loin, c'était impossible. Et je laissais de côté ce salaire pour une vie plus alignée. Mais voilà. Oui. C'est exactement pareil pour moi. Hein. En l'occurrence, aujourd'hui, je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais avant de me lancer à mon compte. Mais par contre, je prends plaisir à 100% dans ce que je fais. Bon, évidemment, comme tout, il y a des hauts et des bas. Mais je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs, ce que j'ai envie de faire. Je m'écoute, j'expérimente. Et ça, c'est un trésor, en fait. Ça coûte, du coup, mais c'est quand même... Mais c'est hors prix. Ouais, ça, en fait, ça n'a pas de prix. C'est bien, je sais pas, en fait, ça te change la vie à être aligné. Mais avant, il faut se connaître, et voilà. Et ça, il y a différentes phases, et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que certes, on peut avoir un déclic et se dire, bon, là, c'est bon, j'en peux plus, il faut que je change. Mais pour autant, il faut prendre le temps de tout penser, parce que l'aspect matériel et financier, forcément, il entre en jeu à un moment donné. Et qu'on vit malheureusement pas d'amour et d'eau fraîche, et qu'il faut que ce soit réalisable aussi, quoi. Donc, étape importante après le déclic et les envies, c'est mettre en place tout ça de manière cohérente, quoi. Ça fait partie aussi de ce que vous disiez, de prendre le temps et de savoir concrètement du coup ce qui est plus important pour nous, et ça, c'est toujours des choix entre guillemets à faire et des sacrifices, et ça dépend vraiment de chaque situation, mais c'est hyper important de se le représenter et de dire que ça vient pas non plus d'un coup et que c'est quand même de la préparation d'avance. Et donc du coup, comment ça s'est passé pour vous concrètement en termes d'étapes? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour créer votre entreprise au niveau du domaine, des démarches, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, du coup, concrètement, de comment vous avez mis tout ça en place? Alors pour moi, c'était, j'ai démissionné en novembre 2023, j'ai déménagé en décembre 2023, et en 2024, en janvier, j'ai commencé la formation. Donc j'avais fait tout le plan en fait pour ne pas avoir. Moi, je me connais, hein, je sais que si j'ai rien à faire, ça va pas. Donc il faut. J'ai essayé d'avoir vraiment une sorte de fil entre la démission et le démarrage. Après, j'avais prévu de commencer un peu plus tard avec ma société, plutôt en 2025. Mais les choses font que j'ai créé ma société en juillet. Et comment je l'ai fait? Alors, la formation que j'ai choisie, c'était une formation très bien conçue, et il donnait aussi des infos sur comment créer son entreprise, et en ligne. Et franchement, c'était pas difficile, même pour quelqu'un qui n'est pas langue maternelle française. Ça m'a aidé énormément. Et je suis un peu lancée parce que j'avais un peu peur, j'avais pas encore terminé ma formation, et mon mari m'a dit écoute, on va créer la société, tant pis, si tu veux commencer en 2025, tu vas commencer en 2025, mais au moins on va créer quelque chose. Et finalement, j'ai commencé à donner cours direct. Donc c'est un peu ça. Mais franchement, en ligne, j'ai trouvé assez simple entre guillemets. Et après, je sais aussi qu'il y a Pôle emploi, ça peut t'aider. Il y a franchement des organismes qui
puisse aussi t'accompagner là-dessous. Et en tout cas, moi, je suis micro-entrepreneuse. Donc, J'allais te demander ton statut. Oui, c'était plus facile par rapport à des autres types de sociétés, peut-être. Mais moi, tout s'est pas mal enchaîné aussi. C'est marrant qu'on ait la même configuration avec ce déménagement, ça me fait rire. Moi, C'est vrai que pareil, j'ai déménagé dans la foulée. Donc moi, c'était en juin et en septembre de cette année-là, j'ai commencé une formation qui durait 1 an. Et j'ai créé, donc moi aussi je suis en auto-entreprise, j'ai créé mon statut 2 mois avant la fin de la formation avec un premier contrat en fait. C'était une formation pour créer ton entreprise ou une formation pour... Non, une formation pour Ouais, alors du coup j'ai pas précisé, donc avant j'étais responsable communication et j'ai fait une formation pour devenir guide conférencière. Donc un équivalent licence pro, comme j'avais déjà fait des études, j'ai pu le faire en 1 an. Et quand j'ai terminé cette formation, donc on avait un stage de fin d'année qui a permis déjà d'avoir un pied dans le monde professionnel. Et j'avais de premiers petits contrats qui arrivaient, donc ça a marqué le début de la création de mon statut, quoi. Voilà, donc tout s'est enchaîné un peu comme toi aussi finalement. Et t'as trouvé facile de créer ta société sur... Oui, c'était assez simple. Par contre, là où j'ai été un peu bête, c'est que mon problème, et c'est une leçon que j'ai pas assez bien appris, même avec la maladie, je crois, c'est de demander de l'aide. Et j'ai présumé que je pourrais tout faire toute seule correctement. Et en fait, je me rends compte maintenant, donc là, ça fait 2 ans et demi que j'ai créé mon entreprise, qu'il y a des choses que j'ai pas bien fait. Notamment sur des petites cases à cocher par exemple, qui sont pas très graves, mais si j'avais suivi, donc il y a par exemple la CCI, la région, Pôle emploi qui propose des formations dédiées, ne serait-ce que sur la création d'entreprise, je conseille de les suivre même si ça paraît évident et facile, parce que des fois il y a des petites subtilités qu'on n'a pas. Et en fait ça sauve la vie après, donc oui, bah moi franchement j'avais une vidéo conçue pour créer une école de yoga ou une société. Ah oui, ça collait, c'était vraiment parfait, ouais. On pouvait pas se tromper, sauf si on voulait vraiment faire une société ou par exemple acheter des locaux, etc. Mais c'était vraiment dirigé, quoi. Oui, c'est ça. Et puis saisir aussi ce qui existe, parce que bon, j'ai pas demandé de l'aide en termes d'accompagnement, mais par contre je me suis bien renseignée sur mes droits. Et j'imagine que ça s'est peut-être goupillé un peu comme ça pour toi aussi. Mais en étant salarié avant, déjà, on a le CPF, le compte formation, qui permet de financer en partie les formations. Pôle emploi, qui peut aussi abonder en ce sens, la région. Et comme finalement j'ai fait une démission pour suivi de conjoint, j'ai pu déclencher des droits chômage. Et ça, c'est très important dans cette planification parce que ça permet de voir venir et de laisser le temps de faire la formation éventuellement et même de commencer à développer son entreprise avec un minimum de revenus avant d'être seul sans argent. Donc c'est nécessaire aussi de se renseigner sur ses droits et de faire en fonction. Moi j'ai eu la même situation. Ouais, c'est ça. Fait. Mais du coup, pour revenir vraiment sur votre choix de vie, au niveau de la reconversion pourquoi vous avez choisi, donc toi Annie, de passer de la com à guide conférencière et toi Chiara, du coup, de passer de la finance au yoga? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancée dans cette voie? Alors, moi, j'ai toujours adoré le sport et ça fait toujours partie de ma vie depuis mes 15 ans. Donc, pour moi, c'était très, très important. Après, le sport que j'ai préféré avant la maladie, c'était des sports plutôt dynamiques, très, parfois, je trouve aussi, aujourd'hui, avec les recul, un peu, comment dire, violent. Comme la course, comme la musculation, comme vraiment des choses un peu... Et j'ai toujours fait yoga à côté et j'aimais pas du tout parce que c'était très statique. Bon, peut-être j'avais pas trouvé le bon prof, hein, je sais pas. Peut-être que c'était aussi ton état d'esprit avant. Voilà. Et du coup, pendant la maladie, j'ai dû un peu adapter mon activité physique et j'ai repris le yoga, donc avec une autre prof dans une structure dédiée aux malades de cancer. Mais c'était vraiment très dynamique et j'ai adoré ça. Et en fait, j'avais besoin de ça parce que je me sentais un peu trahie
par mon propre corps, que j'avais toujours, à mon avis, je pensais avoir bien soigné avec le sport, l'alimentation, je fumais pas, je buvais pas, etc. Et donc, je me suis un peu demandé au moment de la diagnostic, je me suis dit, mais pourquoi Mais c'est pas possible. Donc, on sait bien que c'est pas ça. Du coup, le yoga, ça m'a vraiment réconcilié avec mon corps. Et j'ai découvert aussi une philosophie de vie. Moi, je pensais au yoga avant comme un sport, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment une philosophie de vie avec de la méditation et tout. Une sorte de vision globale. Et j'ai adoré. Et ça m'a soignée. Ça m'a permis de soigner, bien sûr, un peu la mobilité que j'avais perdue à cause des opérations. Mais ça a soigné surtout mon mental. Et moi, j'ai pensé, je me rappelle un jour, je me suis dit, mais non, mais il faut absolument que tous les malades de cancer puissent bénéficier de ça. C'est hyper beau. Oui. Et ensuite, là, je me suis pas spécialisée en yoga pour les malades, mais je vais le faire. Je vais vraiment travailler sur le yoga thérapie, pas que pour les malades des cancers, mais aussi pour le burn-out, pour d'autres pathologies. Ouais, franchement, pour moi, les yogas, c'est quelque chose qui tout le monde, en général, malade ou pas malade, devrait faire. C'est pas une pub du tout, parce que voilà. mais ça change la vie, en fait. Toutes les personnes qui commencent le yoga et commencent un parcours vont forcément expérimenter ce changement de vision et autant plus pendant une maladie grave où on a vraiment besoin de revenir à soi, faire confiance en son corps, reprendre en douceur en s'écoutant, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le yoga après la fameuse liste des valeurs. Ouais, voilà. Ouais. La première chose, c'était la santé, mais en général, j'ai toujours, même avant la maladie, la beauté. Bon, le yoga, c'est une pratique trop belle à voir, le partage, et donc du coup j'ai commencé à faire cette liste, et à la fin j'ai compris que c'était bien le yoga que je voulais faire et transmettre aux autres. C'est trop beau, franchement. Moi, je suis pas du tout sportive, tu me donnes limite envie de. Je sais pas, tu parles hyper bien. Je suis amoureuse de yoga. Mais ça se sent, c'est hyper beau. Clair. Pour les petites anecdotes, en fait, mon père, ça fait longtemps qu'il fait du yoga. Ok. Plus de 20 ans. Et en fait, chaque Noël, il m'est filé un petit livre. Je dis, mais c'est pas bon trop, papa, mais je veux pas. Et finalement, quand j'ai eu le déclic, j'ai vraiment accroché au yoga. Ça m'a même rapproché de lui, et du coup, franchement, on partage ça et tout. Et il m'envoie des petites vidéos. Bien sûr, on fait des styles différents du yoga parce que il a quand même 65 ans. Mais là, j'ai compris en fait sa vision, le fait de vraiment vouloir transmettre cette pratique, mais tellement puissante, et surtout quand j'étais malade, parce que il savait. Donc voilà, moi j'essaye, mais bon, je sais que c'est pas disons pour tout le monde, parce que il faut aussi être prêt. Bien sûr. Prête, voilà. Comme tu disais, au début, voilà, on en parlait, détesté, tu le voyais, non, et puis finalement, toi-même, tu t'es rendu compte toute seule, en fait, t'as pris ce chemin-là par toi-même, et ça montre à quel point on change quand même, ouais. Notamment avec le parcours de maladie. En tout cas, on prend conscience de certaines choses en nous, quoi. Moi, je suis grave d'accord avec toi, et du coup, Annie, qui grandissent. Oui. De la com à guide conférencière, raconte-nous. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai expliqué tout à l'heure dans les activités que j'avais commencé en étant en arrêt maladie, notamment cette formation autour du conte et le concours d'éloquence. Déjà, j'avais quelque chose autour de l'oralité, le fait de la transmission orale des histoires. Mais très concrètement, la profession de guide conférencier, c'est né d'une rencontre justement de quelqu'un qui était en formation de conte avec moi. Oui. Donc je dis formation, mais bon, c'était sur le temps libre, plutôt des gens qui faisaient ça à côté. Et j'ai rencontré une guide conférencière qui m'a dit, donc elle est à Lille, qu'elle intégrait le conte dans sa profession pour transmettre l'histoire, en fait. D'accord. Et j'ai trouvé ça trop bien. Mais ouais, hyper et intéressant. vraiment, ça m'a parlé. Et en fait, je me suis posée là-dessus et je me suis dit, mais en fait, ça fait se rejoindre plein de choses que j'aime.
l'histoire, la ville, le fait d'être en extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais marre d'être derrière le bureau tous les jours. C'est clair, ouais. Le partage avec les gens, le fait de raconter des histoires, vraies ou pas, des légendes, une certaine théâtralité quand même, qu'il y a autour du conte. Et là, je me suis dit, bingo, en fait, ça colle trop bien. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une formation là où je déménageais, que je pouvais la financer. Et comme tout semblait s'aligner, je me suis dit, c'est bon, en fait, j'y vais. C'est ouf, franchement, il y a des moments de la vie où tout s'aligne. C'est ça. Ou peut-être c'est notre regard qui change. Je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. Vous avez 4 heures. Intéressant comme, non, mais c'est vrai comme que réflexion. T'as l'impression que quand tu trouves quelque chose de bien, ça fonctionne, ou dans l'autre sens, quoi. Ça fonctionne quand c'est bien pour toi. Enfin, j'ai l'impression après. Voilà, mais je pense que fait d'études là-dessus, mais c'est vrai que c'est pour ça tout à l'heure tu posais la question du déclic, mais en fait moi quand j'analyse les choses, c'est pas genre il y a un temps et après hop il s'est passé quelque chose et après on change. C'est plus une construction de plein de choses qui se passent et à un moment donné tout prend sens en fait. Et il y a plein de choses qui se rejoignent et là tu te dis mais oui en fait c'est logique. Enfin je sais pas comment dire mais c'est plus global, une construction dans le temps. Mais il y a quand même cette idée d'alignement, d'étapes, de choses qui font sens. Et du coup, comment vous êtes senti par rapport à ce changement de voie? Donc là, vous parlez d'alignement, de choses, mais est-ce que globalement, du coup, il y a eu autre chose qui se sont révélées en termes d'émotions, de sentiments, juste de votre fort intérieur quand vous êtes lancé? Je me sentais une nouvelle. Hein. En fait, tout était possible et ça, c'était quelque chose de positif. Après, quand j'ai commencé la formation, c'était un peu compliqué parce que moi, j'étais un des plus âgés parce que j'ai quand même 40 ans et il y avait des personnes très jeunes, mais pas que, mais bien sûr, la majorité était entre 20 et 30 et quelques. Et surtout, personne n'avait jamais eu une maladie grave ni des opérations. Donc, quand je suis arrivée, j'ai eu un peu peur. Et aussi, j'ai compris que toute la formation et même mon boulot était en français. Donc, même si je parle bien français, mais en fait, être à l'aise avec cette langue qui n'est pas la mienne, c'est là que j'ai un peu pris une claque en plein visage. C'est un challenge en plus, entre guillemets. Oui, mais j'avais pas pensé à ça. Je sais pas pourquoi. En fait, je me suis lancée. Et bien sûr, j'ai pensé à tous les aspects financiers, machin. J'ai bien fait mon plein. Mais ça, dans ma tête, était facile, quoi. T'avais envie et puis pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. C'était vraiment très compliqué. C'était une formation très bien construite et très engageante. Donc, le fait que j'étais je dis pas moins forte, mais quand même, la maladie m'avait fragilisée par rapport à la mobilité et tout. J'ai travaillé 2 fois plus que les autres. Mais je suis arrivée, sans souci. C'est plus compliqué au niveau physique, mais finalement, j'ai appris aussi à accepter parce que en fait, ça fait partie de moi, la maladie, donc je peux pas la cacher. Les cicatrices, la mobilité, les soucis, etc. Je peux pas les cacher. Je vais être une prof avec un accent italien et aussi une mobilité différente dans l'épaule gauche. C'est pas grave. Une histoire de vie finalement différente et qui t'accompagne encore aujourd'hui. Mais c'est bizarre, qui fait partie de toi, comme tu dis. Parce que en fait, j'ai jamais pensé à ça et quand je suis arrivée, finalement, ça m'a fait peur. Hein. Après, j'ai surmonter ça. Mais du coup, pour répondre à ta question au tout début, j'étais hyper content, etc. Tout va bien se passer. Après, j'ai eu un peu peur. Et après, je me suis lancée en juillet, comme toi, vraiment 2 mois avant la fin de la formation. J'ai pas réfléchi parce que parfois, c'est bien de réfléchir et planifier. Parfois, il faut aussi se lancer un peu et se faire confiance. Et tout s'est bien passé. Et bien sûr, parfois, j'ai dit n'importe quoi à mes élèves avec un accent italien et je sais vraiment, mais ils vont me comprendre. Et en fait, ça fait aussi partie de mon enseignement et mes cours de yoga. Moi en fait j'ai connu un peu une régression, je sais pas comment dire ça, mais donc je me suis lancée pareil, j'étais hyper excitée de me lancer dans un nouveau truc, la formation dure de retourner sur les bancs de l'école, mais on s'en sort. Et après quand je me suis lancée,
quelques mois après, et en fait ça coïncide pour le coup avec la récidive que j'ai eue l'année dernière. J'ai eu une période de grosse remise en question de ce que j'étais en train de faire encore. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais justement allée de l'avant et que j'avais perdu certains des principes que je m'étais fixés. Et notamment, je me suis moins écoutée. J'ai plus dit oui aux gens. Et en fait, j'ai laissé, alors notamment dans mon travail, de côté des idées, des envies que j'avais envie de mettre en place, juste parce que certaines personnes, me disaient non mais c'est pas possible ou ça va être dur, machin. En fait, je me suis un petit peu perdue. J'ai perdu de vue ce pourquoi je m'étais lancée. Et du coup, aussi bien en termes de santé que psychologique, il y a eu un moment où ça allait pas. Et j'ai réutilisé ce temps pour remettre en question la situation. J'ai fait des ajustements. J'ai réfléchi à ce que vraiment j'avais envie de faire, pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Et là, je suis retournée sur une pente, en progression. Du coup, j'ai pas bien formulé la phrase, mais vous m'avez compris. Oui, c'est hyper clair. Donc, en fait, il y a eu un moment, de grosse remise en question encore, mais j'ai pas changé de voie, j'ai continué en faisant des ajustements parce que je pense qu'en fait, au fil de notre vie, on est amené à en refaire. Et c'est pas parce qu'une fois, on a fait le point sur ce qui allait bien, ce qui allait pas, qu'il faudra pas le refaire plus tard. Et effectivement, je suis repassée par ça. Et bizarrement, c'est tombé en même temps que, de nouveau, la maladie. Mais à nouveau, je l'ai pris comme une opportunité de me rappeler qu'il fallait que je continue de m'écouter, en fait. Donc ça m'a reconfirmé ce que je m'étais dit la première fois, finalement. Petit rappel alors d'entre guillemets. C'est ça. Et à côté de ça, évidemment, je pense que ça va avec le statut d'auto-entrepreneur. Il y a toujours la question du stress, des clients, des finances, etc. Mais oui, parce que je pense au tout début, en fait, on a cette idée un peu romantique. Oui, peut-être. Se dire, on imagine un peu dans mon boulot, la prof de yoga, hyper épanouie, trop bien dans sa peau, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, on a aussi même si on n'est pas passé par la case maladie, on a toujours, on s'est mis beaucoup en question. Oui, bah oui. Ça suffit qu'un élève supprime une réservation, tu te dis mais je suis un prof pas bien. Mais en fait, pas du tout, parce que il faut vraiment baisser un peu le rythme de cerveau et se dire non, c'est pas grave, ça arrive. Et moi, j'ai des profs que j'adore qui sont passés par là, donc aussi échanger par rapport à ça avec des autres entrepreneurs. Oui. Pour échanger et voilà. Et mais l'étude de soi en yoga, on appelle ça svadhyaya. Et en fait, c'est quelque chose de hyper important. C'est une sorte de base qu'il faut faire en permanence. En fait, se demander, parce que nous, on change aussi, donc peut-être dans quelques années, on va changer de vie et c'est tout à fait normal. Et vraiment de continuer à se connaître. Carrément. C'est ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et ça permet de continuer à être aligné, comme tu disais, d'être en phase avec soi, de continuer à aimer faire ce qu'on fait aussi. Carrément. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de se retrouver dans la même configuration, quoi. Non, tout à fait. De se dire, oulala, mais attends, pourquoi je reste là-dedans? Donc, ouais, c'est ça. Mais par rapport du coup à ce stress, ce que vous racontez finalement par rapport au statut d'auto-entrepreneur et du fait que ça remet en question un petit peu, on peut se questionner un peu par rapport à soi-même, mais aussi par rapport au statut et juste à la certitude entre guillemets de la vie et des choses qui peuvent se passer. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières à ce niveau-là au moment du lancement de votre entreprise? Alors moi, j'ai pas vraiment fait ça par rapport à la maladie, mais peut-être j'ai pensé plutôt à ma retraite. Et donc, j'ai commencé à mettre de côté une partie d'argent, sachant que les premières 3 ans d'une société, c'est toujours un peu... on sait jamais la chiffre d'affaires qu'on va faire. Il y a des mois où je travaille énormément et des autres mois, par exemple, où il y a les vacances ou je sais pas quoi. En fait, donc pour moi, ces premières années de société, c'est un peu j'avais déjà pensé à cette année pour
apprendre à mieux travailler, comment par exemple travailler s'il y a des moments où c'est mieux de prendre des vacances parce qu'il y aura pas des élèves et je peux me reposer, anticiper la pause estivale parce qu'en fait en été les studios ils sont fermés, donc peut-être envisager un studio en ligne. Donc franchement c'est vraiment une année d'apprentissage, mais en discutant avec Annie en fait ça m'a un peu fait réfléchir par rapport à une prévoyance. Donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place justement pour me mettre à l'abri de la vie en fait, parce que il n'y a pas que le cancer, il y a d'autres types d'accidents, il y a d'autres types d'éventualités qui peuvent arriver dans notre vie. Bien sûr, c'est fait pour ça. Donc, oui. Juste peut-être pour remettre en contexte par rapport aux personnes qui nous écoutent, je sais pas si c'est évident ou pas du coup, mais en statut auto-entrepreneur, donc on cotise, mais on cotise beaucoup moins que les salariés. Vous voyez la différence brute nette quand on est salarié, on est presque à 50%. Nous, moi, c'est 23% de charge à peu près, voilà. Donc, de fait, on cotise moins pour nos retraites, on cotise quasiment pas pour du chômage et arrêt maladie. Et donc, de fait, il faut penser effectivement à ce qu'on peut mettre en place. Et moi, j'ai été très naïve là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pensé mon début d'activité en me disant, bon, il faut que j'ai un premier revenu quand je me lance, le temps d'avoir mon propre chiffre d'affaires suffisant et tout. Et ça s'est bien lancé, seulement j'étais tellement certaine que tout allait bien se passer que j'ai pas anticipé une récidive qui malheureusement est intervenue à un moment où mon chômage s'arrêtait. Et de fait, je n'avais pas pris de prévoyance. J'avais pas spécialement mis beaucoup d'argent de côté. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation économique assez fragilisée à ce moment-là. Donc, j'ai fait le choix de continuer de travailler parce que les indemnités journalières couvraient pas suffisamment mes frais. Le fait d'être à son compte, ça permet quand même d'aménager son temps pour prendre les rendez-vous médicaux. Moi, par exemple, je faisais mes visites en fin de semaine. J'ai demandé à avoir mes chimios en début de semaine pour avoir le temps de récupérer. Donc voilà, on peut s'organiser. Mais par contre, même si beaucoup de choses sont prises en charge, c'est des coûts en plus et de la force en moins aussi pour faire du démarchage commercial, par exemple, ce qui demande beaucoup d'énergie. Et donc, de fait, à retardement, ça a eu quand même quelques conséquences sur mon plan financier, et ça faut l'avoir en tête. Alors on souhaite à personne que ça se passe mal, mais vaut mieux l'envisager et au mieux tout va bien Et au passage, je me permets juste parce que c'est une ressource que tu connais peut-être, la Micro by Flow, ça te parle ou pas? Non. C'est à la fois blog, newsletter, pas mal de vidéos d'un mec qui est spécialisé sur tous les sujets autour de l'auto-entreprise. Okay. Donc pour celles qui voudraient se lancer, je conseille. Et il fait des articles hyper clairs sur tous les sujets, et notamment la prévoyance. Donc c'est chez lui que je suis allée voir, il explique exactement comment ça se passe, qu'il faut bien regarder dans les contrats. Et il a même un comparateur de contrats, des modes de calcul pour voir à peu près ce que ça nous rapporterait en termes d'indemnité et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est qui déjà, tu peux rappeler la Micro by Flow, ça s'appelle. Ok, merci. Comme la micro-entreprise by Flow. Voilà. Ok, merci. Trop cool. Hyper intéressant. Faut pas hésiter à. Oui, parce qu'en fait, quand on se lance, quand tu dis, on croit tout va bien, il y a un peu ce moment où on est hyper content, fier, etc. Mais après, il faut que ça pérennise aussi, donc dans les années qui suivent. Ouais, totalement. Pardon. Donc des ressources hyper importantes, les filles. Merci beaucoup de l'avoir rappelé. Et du coup, tant qu'on est dans ce rappel entre guillemets quand même de la maladie, de ce qu'on a vécu, est-ce que ça a été un frein pour vous à un moment donné, au contraire, est-ce que ça vous a vraiment apporté, quand vous avez lancé votre le fait d'être passé par la case maladie, tu veux dire? Oui, et juste la maladie en elle-même, quoi. Alors pour moi, la maladie pour moi, ça a été un catalyseur. Je l'ai dit avant, en fait, pour quelque chose que sûrement j'aurais fait, donc changer. Après, moi, je cache pas le fait d'être passé par là. Donc j'en parle à mes élèves. J'ai communiqué là-dessous aussi sur ma page pro sur Instagram.
Parce que en fait la maladie ça fait partie de moi, hein. J'ai vécu ça et ça fait aujourd'hui la personne que je suis. Donc je peux pas oublier ça. Je peux tourner la page, bien sûr, mais en fait, c'est une page qui va rester dans mon livre, dans ma vie, pour toujours. Et du coup, même si par rapport à la formation, je me sentais un peu différente, voilà, mais en fait, il y a une sorte de de force, une sorte de démontrer qu'en fait je peux y arriver en travaillant, je répète, 2 fois plus que les autres, mais c'est pas grave, en fait. C'est vrai, c'est la réalité aussi. Voilà, parce que c'est quand même une pratique assez physique, le yoga, en tout cas le type de yoga que j'enseigne, et du coup il faut se muscler, il faut être vraiment en bonne forme physique, donc qui n'est pas évident à 40 ans déjà. Et après de la chimio, après voilà. Donc en fait, pour moi, la maladie, je peux pas remercier la maladie parce qu'en fait, ça m'a volé des copines, donc déjà non, ça m'a volé beaucoup de choses, hein, un peu d'insouciance et tout ça. Mais ça fait partie de moi et donc je suis même fière d'en parler et j'ai jamais cette honte entre guillemets ou c'est chose de se dire non, il faut pas montrer que je suis fragile, hein. Au contraire, je suis très fière d'être fragile aussi, entre autres. J'ai suivi beaucoup de choses et aussi c'est un parcours assez compliqué qu'on a fait et ça fait partie de nous en fait. Moi je pense que je reconnais vachement ce que ça m'a apporté de bon, déjà tout ce que ça a changé en moi, ce que ça a pu me révéler, etc. Et c'est clair que ma vie aurait pas pris le même tournant, je pense, que si je n'étais pas tombée malade. Par contre, quand je vous parlais tout à l'heure de cette phase de remise en question, donc l'année dernière quand je suis retombée malade, je pense que j'ai pris conscience que j'avais voulu quand même trop vite oublier que j'avais été malade, mais qu'en fait ça fait partie de nous pour toujours, quoi. Et à nouveau, je me suis pas écoutée, et je pense physiquement aussi. Le fait d'être en auto-entreprise, donc là tu parlais notamment de la question sportive, c'est dur, tu travailles beaucoup, de manière générale quand on est à son compte, ça demande quand même beaucoup de travail. Et il faut pas s'oublier derrière ça. Et je pense que moi, en passant par la maladie, mes proches m'ont collé une étiquette de genre elle est trop forte. Tu vois. Et du coup j'ai voulu un peu garder cette étiquette et peut-être d'une certaine manière prouver que oui, effectivement, j'étais capable de tout faire. En fait, je suis humaine comme tout le monde. Totalement. Et j'ai mes limites, et ça, faut pas oublier qu'on les a. Donc la maladie m'a apporté beaucoup de choses, et tu vois, j'ai vite oublié aussi ce qu'elle m'avait apporté comme enseignement finalement. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut quand même garder en tête, et notamment connaître ses propres limites, savoir aussi faire attention. Et ça passe par le temps accordé au travail et l'énergie qu'on y met aussi, même si on prend plaisir à faire ce qu'on fait, quoi, parce que évidemment c'est différent. Mais moi j'étais beaucoup accompagnée, hein. Oui, la première chose que j'ai fait dès que j'ai su que j'étais malade, c'était chercher une psychologue. Oui. Parce que ça, en fait, après moi je parle de mon expérience, on est toutes différentes et ça je le souligne à chaque fois, mais pour moi en fait je savais que aller bien dans ma tête pouvait que me faire du bien. Je suis d'accord plus pour l'aspect psychologique, hein. Moi c'est pareil, je suis encore suivie et c'est plus que nécessaire, hein. Oui, là même. C'est vrai que c'est hyper important. Et du coup, pour revenir encore un tout petit peu sur vraiment vos expériences pro, est-ce que vos anciennes expériences pro, donc que ce soit dans la finance ou la com, ça vous a aidé, apporté dans votre expérience maintenant? Parce qu'on a souvent aussi l'impression de se dire, bah ok, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet, etc. Mais du coup, je me suis tapé des années d'études et de travail professionnel pour rien, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non. Alors déjà, dans la vie, tout nous sert.
Donc pour moi c'est ça. Même quand on dit ah oui j'ai passé 10 ans avec un boyfriend, voilà, mais c'est pas grave, tu as appris des choses. Oh oui. Et pareil pour ma carrière. En tout cas moi quand j'ai démarré, je savais faire un business plan, une projet, je savais bien lire un bilan. Donc ça m'a vraiment aidé. Le fait que je suis assez carrée, ça m'aide dans la gestion au quotidien. C'est-à-dire moi, même si j'ai toute la journée, je peux travailler de 7h à minuit, j'ai quand même un créneau bien établi. Donc moi, je me réveille à 7h, je fais ma pratique de yoga et ensuite je me mets à l'ordi pour étudier, pour lire, pour préparer les séances de la semaine, pour faire de la com aussi, et à un certain moment vers 18h, j'arrête comme si j'étais au boulot. Et les jours où j'ai cours, je donne cours le soir, donc j'ai à peu près le même rythme, sauf que je m'arrête un peu plus tard parce que j'ai mes cours. Et ça donne une certaine discipline, en fait. Donc, pour mon cas, c'était plutôt vraiment cette discipline qui est très difficile si on se met à son propre compte, parce que c'est facile de déraper un peu. Genre, vous, quand on travaille toute seule, c'est réveiller un peu tard et travailler jusqu'à minuit. Donc, après, il y a des gens qui trouvent ça parfait. Moi, en tout cas, avec un compagnon, j'ai aussi envie de passer du temps avec lui, de ne pas travailler le week-end si je donne pas de cours et quand même avoir une journée bien carrée, en fait. Alors, je suis d'accord déjà pour tout ce qui est organisation du travail et tout. Effectivement, il y a des méthodes qu'on va garder, mais moi sur les compétences, en l'occurrence là, le fait d'avoir travaillé dans la communication, clairement ça me sert dans mon activité aujourd'hui, puisque c'est le nerf de la guerre pour toutes les entreprises en fait. Donc là en l'occurrence je pense que j'aurais pas du tout la même expérience si j'avais pas eu ces compétences là. Et comme quoi, comme vous dites, toute expérience est bonne, entre Oui. guillemets, et sert en fait, et est utile dans la vie de... Enfin, on dit on évolue, il y a plein de choses qui se passent, et en fait, finalement, on fait jamais une formation, on fait jamais un travail pour rien, entre guillemets, même si on se réoriente plus tard, même si on change de voie, même si c'est totalement dans l'opposé de ce qu'on faisait avant. On voit même les choses différemment en fait, parce que moi j'ai pu comparer en l'occurrence la tournure que prenait mon activité par rapport aux guides conférenciers qui étaient déjà installés, qui ont fait ça toute leur vie par exemple. La manière dont moi je voyais les choses était très différente parce que j'avais pas le même passif en fait. Et c'est ce qui apporte aussi de la valeur à ce qu'on fait. Ah, c'est vrai. Parce que on est nourri aussi par ce qu'on a été auparavant. Ouais. Et donc on va voir les choses différemment, on va les aborder différemment, et c'est ce qui fait que ça a davantage d'intérêt. T'as grave raison. De toute façon, on peut pas changer notre passé, donc Non, c'est clair. on l'a fait et c'est pas grave. Hein. Franchement, ça sert à rien de dire ah j'ai gâché 10 ans, 20 ans, 30 ans de. En fait, voilà, si on veut faire quelque chose, allez-y. Vraiment. Aujourd'hui, comment vous sentez? Où est-ce que vous en êtes? Comment ça se passe? Surtout, comment ça se passe en fait aujourd'hui dans tout ce que vous avez mis en place? Alors déjà, moi, j'ai dû faire un petit changement de projet parce que là, j'ai un petit bébé qui va arriver, pas du tout, comment dire, attendu, mais c'est ça la vie en fait. Donc forcément, vu que je travaille avec mon corps, je vais prendre quelques mois de arrêt, mais c'est pas grave parce que encore une fois, j'accepte tout et en plus c'est vraiment un cadeau de la vie qui voilà est arrivé. Donc j'avais prévu de bien travailler cette année et arriver jusqu'à juin. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une petite pause cet été et je redémarre ensuite soit en juin, soit en septembre. Et voilà, là encore une fois, le bébé aura une place à la crèche, donc on a prévu vraiment de un peu. C'est aussi un projet de famille, l'école de yoga, parce que bien sûr, j'ai besoin d'une aide de la part de mon mari, avec bébé et aussi l'autre bébé, c'est l'école de yoga, donc les deux bébés.
Et tout va bien, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'élèves. Les élèves qui viennent continuent à revenir. J'ai une élève qui a commencé une formation de yoga grâce à moi, donc ça m'a énormément touchée. J'étais même un peu étonnée parce que je pensais pas d'avoir encore ou le temps de partager mon amour pour le yoga. Et donc tout se passe bien. Et dans les prochains mois, voire années, j'envisage de élargir un peu, donc travailler dans plusieurs studios de yoga et peut-être un jour ouvrir mon studio. Donc vraiment acheter ou prendre en location un lieu à mon image. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon idée sur les 3 ans. Mais bon, la vie... nous enseigne. Je sais pas, hein, parce que franchement, nous on peut avoir des idées, des projets. Après, il y a des choses qui changent et c'est pas grave, il faut faire avec. Un peu être. Moi, je disais que j'étais assez carrée dans ma précédente vie. Peut-être le cancer m'a appris aussi à bouger un peu, un peu les limites, se dire. Ouais, bon, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, ou je vais commencer un peu avant mon école de yoga, ou un peu après, ou je vais m'arrêter quelques mois. Donc, c'est pas grave. Et on devient des expertes de l'adaptation et des réajustements et de, comme tu disais, lâcher prise, en fait, parce que finalement, on se rend compte qu'on contrôle peu de choses, finalement. C'est ça. Ouais. Et autant se contrôler, non, justement, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Exactement, ouais, tout à fait. Effectivement. Ouais, à fond. Mais moi, pour une fois, j'ai l'impression d'être à ma place. Je suis vraiment contente de ce que je fais. J'adore ce que je fais. Après, comme je l'ai dit, j'ai dû faire des réajustements. C'est passé notamment par un petit peu le fait est que je travaille notamment quand les gens ne travaillent pas, donc en l'occurrence les week-ends, les temps de vacances, sauf que je travaillais aussi la semaine puisque j'étais habituée aux horaires de bureau, sauf que du coup ça faisait que je travaillais tout le temps et à un moment donné c'est pas possible, donc là j'ai dû me remettre en question là-dessus. Là j'arrive à un meilleur ajustement. Par exemple, je me suis fixée de prendre au moins un week-end par mois pour avoir encore une vie sociale, de couple, etc. Effectivement. J'ai aussi laissé davantage de place à ma créativité. C'est-à-dire que c'était mon objectif du départ en me lançant. Puis, je me suis un peu trop cantonnée à ce qui se faisait. Et là, je reviens à... en fait, non, je peux faire ce que je veux. Et depuis que j'ai considérer ça, et ben ça va beaucoup mieux. Et en fait, je suis guide conférencière, mais en fait, il y a plein de choses que je propose qui sortent de ce cadre-là, et c'est ok. C'est ok, et c'est même trop bien. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, à moyen terme, pour moi, l'enjeu, c'est financier. Donc là, le revenu, moi, j'arrive sur ma 3e année d'exercice. Et là, il faut que d'ici la fin de cette année, vraiment, ça se soit stabilisé et que mon chiffre d'affaires aille en augmentant. Si j'atteins pas mes objectifs en fin d'année 2025, il faudra que je revoie mes plans, éventuellement reprendre un petit job à côté. Enfin voilà. Donc moi l'enjeu là, c'est ça. En tout cas, pas de regret sur le fait de m'être lancée. Et pour une fois, j'ai l'impression de vraiment faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Oui. C'est essentiel. Mais c'est très important en fait de souligner en fait que tu as des ajustements. Ouais. Parce que on peut pas se lancer et tout va bien et on est d'un coup épanoui, soit financièrement, soit non, c'est vraiment apprendre à connaître un peu le marché aussi, parce que si on vient d'un autre milieu, on connaît pas du tout, et aussi t'as vraiment tous les années tu fais un peu les points. Oui, c'est ça. C'est important. C'est hyper important. Oui, il faut pas faire l'autruche en se disant tout va bien. Il faut regarder les chiffres notamment. Oui. Mais globalement, pas de regrets. Et, non. Ouais. Moi, je sais pas si mon petit cadeau est arrivé grâce au yoga. Moi, j'ai envie de penser à ça parce que j'étais vraiment alignée.
Et pour faire vraiment un peu le mot de la fin, entre guillemets, si vous pouviez parler à la version de vous avant la maladie, qui du coup, oui, pour toi, Annie, hésitait à quitter le travail, et pour toi, du coup, Chiara, qui finalement était plutôt bien dans ton poste, qu'est-ce que vous diriez à cette version de vous? Alors, c'est difficile parce que c'est une personne complètement différente. Est-ce qu'elle va comprendre? Ah, c'est justement ça. C'est ça. C'est clair. Donc, moi, ce que je voudrais dire à Chiara d'avant, c'est de s'écouter et voilà, de se faire confiance. Et tout va bien se passer, même si tout le monde te dit ça, mais en fait, vraiment, ça va aller. Même, ça va être difficile, oui, mais c'est un parcours, en fait, comme moi je le décris toujours, moi j'ai été sur une autre route à 2000 à l'heure, pilote automatique, et en fait le cancer m'a obligée de prendre la petite ruelle panoramique. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai baissé le rythme et j'ai eu le temps, comme tu disais, Annie, de prendre le temps pour m'écouter, pour prendre soin de moi. Et ensuite, j'avais la possibilité de reprendre l'autoroute, ou sinon, on prend une autre route un peu plus vite, parce que c'est la vie. Mais voilà, quand même de rester dans l'écoute. Voilà. Ok, c'est hyper beau, merci. Et toi, Annie? Eh bien, Annie, si tu m'entends. Non, je plaisante. On peut rendre le moment solennel, évidemment. Je pense c'est beaucoup de la confiance en soi et le fait de faire les choses pour moi et moins pour les autres aussi. Je pense que beaucoup dans ma vie, j'ai orienté mes décisions en fonction du regard des autres, de la vie des autres, etc. Et là, au fur et à mesure, j'ai appris à davantage laisser de place à ce que je pensais, ce que j'avais envie de faire, à me faire confiance, à m'écouter, à dire non aussi. Donc ouais, fais-toi confiance, Annie, je dirais. Mais c'est trop top, et ça, je pense qu'effectivement, on le rejoint toutes, en fait. Enfin, quand on en parle entre nous, c'est vraiment quelque chose qui revient hyper souvent et auquel moi aussi je m'identifie, clairement, dans vos parcours aussi, dans vos réflexions, dans ce que ça... Ouais. Déjà, il n'y a pas une personne qui te connaît mieux que toi-même. Exactement. Donc, dans tout, vraiment, dans tous les aspects de ta vie, il y a que toi, en fait, qui sais le mieux. Donc, tu peux prendre, bien sûr, des conseils, mais voilà, après, c'est à toi de décider. Et même, si tu te trompes, c'est pas grave. Au moins, tu as pris toi-même la décision, et vraiment, c'est pas grave. Parce que nous, on sait, on disait avant, le pire, c'est quoi? On a déjà vécu le pire, donc si ça marche pas, au moins à 90 ans, ou même plus, 100 ans, à la fin de ma vie, je dirais, j'étais aussi prof de yoga. C'était cool. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Merci à fond, les filles, pour votre témoignage. Mais donc, merci à toi, à vous pour l'accueil. J'espère que ça a donné des pistes pour des filles qui sont en train de penser changer de vie ou changer d'activité ou voilà. Totalement. Un grand merci les filles pour vos précieux témoignages et vos conseils. On vous souhaite plein de belles choses et on espère vraiment que ça motivera les filles qui hésitent à se lancer et que ça leur donnera plein de conseils. Si vous aimez écouter les pipelettes, est-ce que vous savez que vous pouvez noter le podcast et le commenter? Alors n'hésitez pas à réagir si vous voulez nous soutenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, si vous êtes ou avez été touché par un cancer du sein, on organise des rencontres entre patientes dans toute la France. Retrouvez toutes les dates sur notre site internet ou sur notre compte Insta Jeune et Rose. D'ici là, chouchoutez-vous bien. Pipelettes.